concernant les quelques personnes qui ont quelques minutes de retard, je voudrais vérifier si vous m'entendez bien. Donc, si quelqu'un peut m'envoyer un message par chat pour me dire si vous me recevez bien, ça serait utile. Parce que j'ai une indication. Ok, très bien. J'ai une indication qui me dit que mon réseau n'est pas très très stable. Donc, j'ai enlevé la vidéo. Hein. Je pense que vous avez ma photo par défaut. Ok, merci. Merci Boris, merci Karine de votre réponse. On va attendre peut-être une petite minute et puis on va démarrer. Donc, pour pas faire attendre les personnes qui sont à l'heure. Bon, écoutez, je vous propose de démarrer. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser la possibilité de raccourcir le développement des projets de photovoltaïque. Hein. C'est le propos de ce webinaire. Donc, un webinaire qui se déroule en deux temps. Donc, en direct, je vais explorer comment utiliser l'acceptabilité comme levier pour accélérer son projet. Et puis ensuite, donc, pour ceux que ça intéresse, il y aura la possibilité que l'on échange plus spécifiquement sur le projet votre projet ou vos projets ou votre entreprise. Donc, vous avez la possibilité de prendre un rendez-vous. Donc, vous avez un bouton en haut sur lequel vous pouvez appuyer et ça redirige vers un calendrier. On prend 30 minutes pour analyser, explorer votre situation particulière et voir si ce que je vais présenter, ça fait résonance sur votre situation. L'objectif pendant ces 30 minutes, c'est vraiment de faire un tour très rapide et puis déjà de voir s'il n'y a pas des premiers freins à lever. Hein. Souvent, en quelques échanges, on arrive déjà à lever quelques freins et puis de voir s'il y a besoin d'aller plus loin dans la réflexion. Voilà. Donc, tout de suite, là, c'est la présentation. Alors, avant toute chose, avant de passer donc, au levier, je voudrais redécrire très rapidement la problématique hein, de l'acceptabilité. Donc, on a un premier paradoxe, hein, c'est pour ça que j'ai mis une personne qui se gratte la tête. Et d'un côté, on a pour le photovoltaïque, en tous les cas, une relativement bonne acceptabilité sociale, même si j'attire votre attention sur le fait qu'on ne mesure pas l'acceptabilité sociale avec des sondages, mais enfin, en tous les cas, ce sont des indicateurs. C'est un indicateur, donc, un sondage de IFOP de l'automne dernier, selon lequel donc 85% des Français ont une bonne image du photovoltaïque. Et en même temps, on a au niveau local, hein, c'est pour ça qu'on parle d'acceptation locale ou d'appropriation locale, on a donc là, j'ai pris un extrait de presse qui mentionne le fait qu'il y a le conseil municipal, pourquoi le conseil municipal, j'ai enlevé le nom, s'oppose à un projet de centrale photovoltaïque. Donc vous savez qu'actuellement, notamment dans le sud de la France, il y a de plus en plus donc, de pression sur les centrales au sol, hein, qui sont des pressions souvent citoyennes, mais qui peuvent être aussi des pressions des élus. Enfin, il y a un courant un peu contradictoire, c'est le cas de dire, entre une volonté de développer les énergies renouvelables, d'accélérer hein, avec le contexte actuel, et en même temps, donc, des difficultés peut-être de plus en plus fortes au niveau local. Donc, c'est un premier paradoxe. Le deuxième paradoxe, c'est que agir pour l'environnement ne garantit pas l'acceptabilité. Donc, j'ai repris quelque chose qu'on a connu il y a quelques années maintenant, hein, donc, qui était à la fois donc, une volonté de certains citoyens d'avoir des actions très fortes vis-à-vis du climat pour
remédier au changement climatique. Le gouvernement français a mis en place des taxes CO2 qui notamment étaient des taxes économiques qui permettaient de réduire la consommation de carburant en augmentant les prix. Signal prix, comme disent les économistes, on connaît la suite. Il y a eu une certaine frange de la population qui s'est retrouvée dans une situation qu'elle n'attendait pas du tout, qu'elle avait du mal à gérer. Et donc, on a eu le phénomène gilet jaune qui, après, bien évidemment, s'est étendu. Mais enfin, le point de départ, c'était bien celui-là. Une intention d'agir pour l'environnement, pour le climat, et puis une répercussion sociale assez forte. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que l'on peut faire? Est-ce qu'il y a un mur qui est en train de se dresser entre les citoyens et les développeurs, les porteurs de projets, avec la réglementation et les collectivités qui sont de plus en plus, on va dire, hésitantes, hein, qui sont d'un côté ou de l'autre du mur, avec des pressions donc, sur les porteurs de projets de plus en plus fortes, et donc obligatoirement donc, un rallongement des délais d'examen, de développement des projets. Alors, par rapport à cette situation, donc, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai trois bonnes nouvelles. Hein. Donc, la première de ces bonnes nouvelles, c'est que l'acceptabilité, c'est quelque chose qui est partagé. Donc, la première chose, hein, ce n'est pas uniquement du ressort des citoyens et des associations qui vont avec, hein, ou de la réglementation ou de la collectivité, et on peut dire aussi de temps en temps hein, mais c'est aussi quelque chose qui appartient au projet et au porteur de projet lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Et là, c'est des travaux qu'on a menés de recherche avec des sociologues. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez, en tant que développeur de projet, vous avez des leviers qui vous appartiennent et sur lesquels vous pouvez déjà faire évoluer l'acceptabilité de votre projet. La deuxième bonne nouvelle, c'est que les leviers, on les connaît. Alors, les leviers, quels sont-ils? Donc ça, je vous présente là encore des résultats de notre recherche-développement qu'on a mené, je le répète, avec un laboratoire de sociologie du CNRS et de l'Université de Toulouse et le soutien de l'ADEME, qui nous a permis d'identifier le fait que l'acceptabilité, c'est une relation entre un projet et le territoire et l'organisation du territoire, mais aussi les perceptions qu'ont les habitants du projet. On s'aperçoit qu'un projet, en termes d'acceptabilité, intervient en trois dimensions. La première, c'est ce qu'on appelle son contenu, hein, par exemple le contenu technique économique, hein, la surface occupée par une centrale, le fait qu'il va y avoir des impacts environnementaux, le fait qu'il peut y avoir aussi des impacts sur le paysage. Donc ça, c'est le côté contenu, sur lequel il n'y a pas beaucoup d'ajustements possibles. C'est pour ça que j'ai écrit contenu en double, hein, avec un contenu gras qui est le projet initial et un contenu avec une police plus légère qui montre peut-être les évolutions possibles. Mais les leviers sont surtout sur les deux autres dimensions qui interviennent en termes d'acceptabilité d'un projet, que sont les relations entre le projet, le territoire et les parties prenantes, et le portage du projet. Ce n'est pas un portage au sens juridique du terme, hein, c'est pas qui est associé, mais bien le portage par le territoire. Et on s'aperçoit que les leviers principaux sont vraiment là. Les leviers principaux sont vraiment là. Et avec ces leviers, on a la possibilité de faire évoluer les perceptions, hein, puisque en fin de compte, l'idée, c'est pas de faire changer les gens d'avis, de leurs valeurs, mais en tous les cas, de faire évoluer leur perception, de leur meilleure compréhension du projet. Je marque une petite pause de quelques secondes, parce que je vois que le logiciel m'informe que j'ai toujours des problèmes de liaison Internet. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que l'image est toujours claire pour vous? Je vous repose la question. Ok, très bien. Bon, ben, tant mieux. L'essentiel, c'est que vous entendiez bien et que vous voyez bien les supports. Donc ça, c'est la deuxième bonne nouvelle. On sait où agir, on sait comment agir. Ça, on le sait. La troisième bonne nouvelle,
c'est que si on prend en charge l'acceptabilité d'un projet avec ces fameux leviers, ça permet en même temps d'accélérer le projet. Ça, c'est quelque chose qui est du rôle d'expérience. Hein. On voit bien que les porteurs de projets qui prennent en charge les problématiques d'acceptabilité, alors soit parce qu'ils l'ont voulu en anticipation, soit parce qu'ils ont été contraints, parce qu'ils sont arrivés dans un territoire qui était compliqué, on s'aperçoit par retour d'expérience que ces projets qui partent dans des démarches d'acceptabilité, en même temps, ça va leur permettre d'accélérer le projet. Ça va leur permettre d'accélérer le projet. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, prendre en charge l'acceptabilité, c'est construire de la convergence entre un projet, donc dans sa faisabilité, euh, l'intérêt des différentes parties prenantes, hein, donc des intérêts particuliers. Donc c'est souvent ce qui effraie un peu les porteurs de projets, c'est qu'il y a tellement d'expressions différentes qu'on peut se dire on va jamais s'en sortir. Et puis ce qu'on peut appeler l'intérêt général, qui peut être porté, représenté par les différentes collectivités. Et bien évidemment, tout ça contrôlé, cadré par les services de l'État qui vont appliquer la réglementation. Donc maintenant, je voudrais explorer avec vous qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire donc accélérer un projet par la convergence? En fin de compte, ce que l'on peut regarder, si on fait référence au rapport de France Territoire Solaire de février 2021, qui marquait le fait que leur estimation, c'est qu'il fallait 4 ans en France pour développer un projet, entre la préfaisabilité, la faisabilité et l'obtention des autorisations, donc sur la partie développement, pas la partie construction. Il fallait 4 ans en France, ou il faut 4 ans en France, et en Allemagne, on est autour d'une année. Donc, là, ils ont fait plusieurs propositions et pour réduire les durées et les risques de développement, puisqu'on sait que plus le projet va mettre de temps à se développer, plus il y a des risques qu'on n'aille pas au bout. Donc, en fin de compte, une des solutions, ce n'est pas la seule, hein, mais une des solutions, c'est de fabriquer de la convergence entre le projet et les services instructeurs, les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens. Je représente, euh, je représente les différents acteurs avec le porteur de projet au milieu dans un labyrinthe, parce que souvent, c'est un peu la sensation que l'on a, c'est qu'on a beaucoup de personnes à voir, beaucoup d'entités, on ne sait pas forcément comment les aborder, on ne sait pas forcément comment les trouver. Certaines ne sont pas visibles, hein, certaines associations ne sont pas visibles, certains riverains ne sont pas visibles en termes de contestation, par exemple. Donc il y a quand même quelque chose d'organisationnel qui est de dire je vais perdre mon temps, et souvent c'est vrai, parce qu'il faut que je parle à toutes ces entités en même temps. Donc la question que l'on, je vois qu'il y a quelqu'un qui a posé une question sur le chat, je regarde. Le frein principal est donc la réglementation. Non, le frein principal n'est pas la réglementation. La réglementation fait partie des acteurs d'un projet. Regardez, hein, dans ce que j'ai identifié dans le labyrinthe, on voit bien l'ADREAL, on voit bien les CSRPN, on voit bien la DDT, on voit bien la préfecture. Ce sont des acteurs particuliers qui ne sont pas comme des habitants, des riverains, des associations, ou un parc naturel, ou l'agriculture, ou les collectivités, si régions, départements, communes, comme, mais ce sont des acteurs. Et ils sont vécus comme des freins parce que, bien évidemment, ils vont interdire certaines choses, mais vous savez aussi que les réglementations, il y en a plusieurs qui interagissent, que les réglementations ne sont pas toujours en adéquation les unes avec les autres. Donc, il y a des endroits où on peut discuter, il y a des endroits où on peut faire, pas évoluer la réglementation, mais faire des services instructeurs appliquent la réglementation peut-être un peu différente. Donc, je pense que la réglementation, je sais que souvent les développeurs disent que c'est de plus en plus un problème. Je crois que la réglementation, c'est comme toutes les difficultés que l'on rencontre dans un projet en termes d'acceptabilité, c'est-à-dire qu'il y a de la cristallisation. Si on ne crée pas le lien entre les différents acteurs, avec les différents acteurs et entre les différents acteurs, si le porteur de projet n'est, rappelons-nous, hein, il a 50%
de l'acceptabilité dans ses mains. Ça veut dire qu'il y a plein de choses à faire. Et notamment, dans les choses à faire, il y a la mise en relation avec tous ces acteurs et une mise en relation particulière, qui n'est pas une mise en relation simple de dire je dépose mon dossier, je vais démontrer que c'est le meilleur, qu'il est bien fait. Non, ce n'est pas ce type de relation qu'il faut faire. C'est un type de relation qu'il faut construire avec le territoire. Et je le répète, les services instructeurs font partie du territoire. Ce sont des hommes, des femmes qui, bien sûr, appliquent la loi, ça c'est sûr. Il ne va pas leur demander de ne pas appliquer la loi. Mais dans certaines situations où, comme toute loi, il y a une interprétation, eh bien, il faut les mettre dans une disposition qui va faire que l'interprétation sera plutôt favorable au projet que défavorable. C'est la même chose avec les collectivités, c'est la même chose avec les habitants et les citoyens ou les organismes socio-économiques. Alors, pour pouvoir faire ça, alors, attendez, je crois que... Excusez-moi, parce que je regarde les différents messages. Oui, fabriquer de la convergence, en fait, il faut fabriquer de la convergence, c'est-à-dire que quand vous arrivez sur un territoire, le schéma que je vous montre ici, vous voyez bien qu'il y a ces plusieurs acteurs, et donc chacun a son point de vue, chacun a ses intérêts, donc ce sont ses intérêts à défendre, ça, on n'y voit rien, c'est une réalité. Donc, il y a une divergence. Quand on arrive sur un territoire, il y a avant tout une divergence d'intérêts. Et il va falloir construire de la convergence entre tous ces intérêts, les vôtres, porteurs de projets, mais aussi ceux des services instructeurs, ceux des élus, ceux des acteurs socio-économiques et ceux des citoyens. Alors, comment on peut fabriquer cette convergence? En fin de compte, par retour d'expérience, hein, toujours pareil, l'idée, c'est de revisiter le processus dans lequel vous êtes, mais pas forcément de faire un tremblement de terre. Hein. Je vais vous montrer, c'est quelques petites touches d'ajustement qui permettent de reprendre pied dans un processus qui est de plus en plus complexe. Donc, vous avez, bon, ça, c'est un process que j'ai récupéré, je ne sais plus auprès de quelle instance, mais enfin, je pense que vous devez vous retrouver dans ce genre de phasage des projets, hein, des différents acteurs. Donc, il y a les études amont, il y a le dépôt du permis de construire, après les consultations de toutes les organisations, avec un délai qui n'est pas cadré, donc c'est là aussi qu'il peut souvent y avoir de la perte de temps. Et puis après, donc, on part sur la phase d'enquête publique et la phase de décision qui, elles, sont encadrées, mais en fin de compte, les temps, ils peuvent s'allonger, enfin les durées peuvent s'allonger dans la phase de la flèche. Donc, ce qu'on vous propose, hein, c'est d'ajuster ce processus, hein, de ne pas révolutionner, parce que si vous révolutionnez, bien évidemment, personne ne va vous suivre, mais c'est donc de faire bouger simplement donc la date enfin, le moment, plus exactement, pas une date, le moment du dépôt du permis de construire, d'une part, et d'inviter le public le plus rapidement possible dans votre démarche. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est déjà d'avoir une phase d'examen qui commence d'une façon officieuse. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas déposé le permis de construire, vous n'êtes pas en demande d'instruction, vous n'êtes pas en demande officielle, vous êtes encore vous êtes encore en discussion, en dialogue. Et l'idée, c'est de dialoguer avec toutes les parties prenantes quasiment simultanément pour créer une vision positive de votre projet. Un projet qui arrive classiquement, qui vient voir une collectivité qui dit je voudrais une délibération pour ou contre mon projet, une délibération pour mon projet plus exactement, j'ai tendance à dire que c'est de plus en plus compliqué à tenir. Parce que bien évidemment, vous ne pouvez pas rentrer sur une commune sans avoir, entre guillemets, l'autorisation de la collectivité. Mais si vous commencez à dire je vais vers la collectivité et je demande une délibération, ben, ça y est, vous inscrivez déjà votre projet dans une démarche plus ou moins officielle, alors que les autres parties prenantes ne sont même pas encore informées qu'il va y avoir le projet. Donc l'idée, par exemple, hein, c'est quelque chose que j'encourage à faire, c'est au lieu d'aller voir une collectivité en lui disant nous vous demandons une délibération,
vous pouvez demander une délibération, mais pas, et encore, je ne suis même pas sûr, mais c'est plutôt de demander l'autorisation d'ouvrir un dialogue avec le territoire de la commune sur l'éventuelle faisabilité d'un projet. Alors, ça peut vous paraître des nuances, mais déjà, les collectivités refusent rarement la mise en place d'un dialogue. Et puis surtout, en faisant ça, vous leur évitez de se retrouver entre le marteau et l'enclume, parce que de plus en plus, les collectivités, les maires notamment, hésitent à engager leur commune sur des projets qui savent de plus en plus soumis à contestation. Alors, quelqu'un dit faire une réunion publique avant le dépôt du PC est une très bonne chose à mon sens. Moi, j'ai plutôt tendance à dire que c'est une très mauvaise chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Pas sur la philosophie de la réunion publique, hein, enfin, pas sur le fait d'avoir une interaction avec le public avant le dépôt du PC, mais c'est plutôt dans le fait que le processus en lui-même de dialogue avec le territoire, si vous commencez par une réunion publique, alors là, vous vous exposez à vraiment beaucoup, beaucoup de risques. Je pense que c'est prudent de ne pas commencer la relation avec le territoire par une réunion publique. Mais je pourrais vous donner quelques informations de pourquoi j'affirme ce genre de choses. Donc l'idée, vous voyez, c'est de commencer à réfléchir. Le permis de construire, c'est pas quelque chose, c'est pas à partir du moment où je dépose le permis de construire que je discute avec les parties prenantes. Non, c'est avant. Et le dépôt du permis de construire va se faire au fil de l'eau. L'association du public, alors c'est quelque chose de délicat, si, bien évidemment, parce que vous ne pouvez pas, par exemple, faire une réunion publique, même si la mairie a été informée comme ça, ex nihilo, parce que vous pouvez voir arriver des opposants et sans forcément savoir qui sont opposants et sans forcément être des gens en local. Hein. Donc il faut être très très prudent, de plus en plus prudent. Le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes, je dis volontairement l'ensemble des parties prenantes. Hein. Il y a le public, certes, les associations, mais aussi tout le monde doit se construire et doit se faire quasiment simultanément, en sachant que c'est quasiment impossible de tout faire simultanément, mais dans un ordre qui va permettre de ne froisser personne et de respecter les intérêts des uns et des autres. Et à partir de là, quand vous respectez les intérêts des gens, qui sont divergents, vous pouvez commencer à construire la convergence. Je vous présente un retour d'expérience sur un parc photovoltaïque. Donc, il y avait un projet initial, bien évidemment. Alors, bon, rappelons-nous, hein, c'est que l'acceptabilité est partagée. Hein, c'est 50% à la louche, 50% projet, 50% de territoire. Ce qui veut dire que pour qu'il y ait une rencontre, il faut qu'il y ait des ajustements. Alors, le projet va faire un pas vers le territoire, et c'est à partir de ce moment où le projet va faire un pas vers le territoire que le territoire va accepter de faire un pas vers le projet. C'est ça la philosophie. Et pour faire un pas vers le territoire, rappelons-nous, on a trois leviers principaux, c'est le contenu, technique, économique du projet, les relations avec le territoire et le portage. C'est-à-dire que quand on commence à rentrer en relation avec le territoire, on active déjà un des leviers. Et avec le levier, on va pouvoir regarder s'il y a des ajustements à faire sur s'il y a des ajustements à faire sur le contenu du projet, mais ces ajustements, ils ne vont pas être soumis à celui qui va crier le plus fort. Non, il y a une démarche, un processus qui fait que comme on a tout le monde autour de la table, on va travailler par itération. Hein, on ne va pas faire des grandes réunions, on va mettre tout le monde. On va faire des ateliers, des itérations, des visites en bilatéral, et on va co-construire comme ça le projet final hein, que vous voyez, hein, puisqu'il y avait un enjeu très très fort en biodiversité. Donc il y a un couloir de continuité écologique qui a été fait à la fois avec les citoyens, aussi avec un parc qui était impliqué, comme, et puis les services instructeurs. Et tout ça, c'était avant le dépôt officiel du projet. Et à la fin donc, de ce processus, quand le projet final a été identifié avant de le déposer officiellement, là, il y a eu une réunion publique. Mais il a fallu travailler toutes ces relations avec les parties prenantes
parce qu'il y a, bien sûr, il y avait des oppositions, hein, il y avait des contestations, et la réunion publique, elle s'est faite avec les opposants, mais à la fin, c'est le maire qui était aux manettes, donc on avait tout préparé, et quand je dis on a tout préparé, c'était pas juste une présentation, hein, c'était plusieurs mois de travail en itération avec un comité de pilotage dans lequel il y avait déjà des citoyens, avec les services de l'État, et à la fin de la réunion publique, une fois que les objections ont été faites, que le débat a pu se construire, les réponses ont été apportées, le maire a été applaudi par les personnes qui étaient là, et ceux qui étaient en opposition, eh ben, ils ont compris qu'eux, ils étaient en opposition et que peut-être on n'allait pas les convaincre sur le bien fondé du projet, mais ils n'étaient plus en position de créer quelques cristallisations de contestation que ce soit. Donc là, oui, non, c'est pas. Bon, moi, je ne veux pas rentrer dans savoir à qui est le projet, hein, c'est pas le lieu. La surface totale, je pense que c'est quelque chose, je ne sais même plus, je crois que c'est quelque chose qui tourne entre 15 et 18 à la fin, qui était parti sur 30 au début, à la louche. La question, c'est l'évitement, la réduction de la surface du projet liée aux échanges avec les acteurs ou grâce aux études environnementales. Et ben voilà, il faut, quand je dis toutes les parties prenantes, j'ai oublié les bureaux d'études. Vos bureaux d'études sont aussi des parties prenantes, c'est-à-dire que leur expertise, leurs éléments vont bien sûr participer au débat, mais ce pas les bureaux d'études qui vont dire, enfin ils peuvent le dire, hein, ils auraient pu dire spontanément, on propose ça, mais s'il avait proposé spontanément, il y aurait eu quand même fallu la phase de discussion et on aurait on aurait peut-être abouti encore à quelque chose d'autre. Donc les bureaux d'études, ils doivent être impliqués dans le processus de réflexion, dans le processus de dialogue. Donc oui, il faut des éléments assez concrets d'un projet pour entamer le dialogue. C'est-à-dire il faut quand même l'état initial environnemental, il faut quand même un design du projet, il faut quand même des premières études, mais il faut être aussi en capacité de dire, on sait que tout ça, ça risque de bouger. Donc ça veut dire que les bureaux d'études, avant qu'ils fassent peut-être leur étude d'impact, ben, il faut attendre pour voir de quelle étude d'impact on va avoir besoin, en fin de compte, pour l'environnement, par exemple. Donc, en fin de compte, pour créer la convergence d'un projet, donc on répète, hein, enfin, on rappelle, pardon, excusez-moi, c'est quand même, on part du principe qu'on arrive sur un territoire qu'on ne connaît pas forcément, dans lequel il y a une organisation, une sensibilité et des perceptions probables d'un projet. Donc, la première chose à faire, c'est d'évaluer cette sensibilité du territoire, d'avoir une idée des perceptions du projet et d'avoir aussi une idée du potentiel d'acceptabilité du projet. Hein. Rappelons-nous, hein, on a démontré qu'il y avait à peu près 50% de quelque chose qui était porté par le projet. Et ça, on sait l'évaluer, on sait le mesurer, on sait dire quel est le niveau, la probabilité, on est en probabilité bien évidemment, en probabilité d'acceptabilité du projet. Donc ça, c'est déjà un premier état des lieux. Ça permet dans un deuxième temps, d'identifier les ajustements et de voir ce qui est faisable ou pas faisable. Donc, par exemple, l'évolution du design du projet avec la continuité écologique, c'est quelque chose qui a été fait là, dans l'étape 3, mais qui aurait pu être fait dans l'étape 2 en disant qu'est-ce qu'on peut imaginer qui va être demandé, qui va être faisable. Alors, cette étape 2, pourquoi elle est importante? Parce qu'en fin de compte, c'est le porteur de projet, le développeur, qui doit connaître ses limites. Parce que là, il doit connaître ses limites acceptables pour lui. Parce qu'on sait très bien que quand on rentre dans une démarche de dialogue, il faut être capable de dire, moi j'accepte de dialoguer là-dessus, ou ça, ben non, je ne peux pas dialoguer, il faut le dire très sincèrement, très clairement. Et ça, si on ne le sait pas, ben, c'est compliqué parce qu'on va se retrouver dans un débat, alors c'est un débat avec les services de l'État aussi, par exemple, on va se retrouver pris au piège parce que quelqu'un va vous proposer quelque chose et vous ne saurez pas dire je peux pas. Et là, vous allez être coincé. Donc, déjà, l'idée, c'est de ne jamais dire je peux pas en direct. Mais pour faire ça, pour ne pas être accusé de ne pas vouloir répondre, il faut proposer quelque chose qui s'inscrit dans le temps. Donc, un processus par étape. Donc, la phase 3, c'est la mise en place d'un processus par étape qui va permettre de débattre des ajustements du projet avec toutes les parties prenantes, et je répète, y compris les services de l'État.
Il y a de plus en plus de pôles ENR qui se montent, donc c'est un super lieu pour faire ce débat. Donc il faut s'en servir en tant que tel avant donc d'envoyer le document officiel. Donc 3 grandes étapes. La première, j'évalue le territoire sur lequel j'arrive, j'évalue mon projet aussi en termes de potentiel d'acceptabilité. Je me prépare, je regarde ce qui est acceptable ou pas acceptable. Alors quand je dis ça, c'est pas le chef de projet tout seul qui regarde ça, bien évidemment, parce que là, il va engager l'entreprise. Donc il faut aussi qu'il soit en capacité de répercuter ou de transmettre plus exactement les résultats de la première étape, une sorte de diagnostic, de les transmettre aux différents responsables de l'entreprise pour dire qu'est-ce qu'on pourra mettre en débat, jusqu'où on est prêt à aller, quoi. Ça, c'est en interne, avec les bureaux d'études éventuellement, avec aussi, si vous avez des alliés sur le territoire, les impliquer tout de suite dans cette réflexion pour avoir un débat sur le territoire qui soit organisé, et qui n'oublie personne. Alors, bien évidemment, ça peut paraître paradoxal que je vous dise, on va vous faire gagner du temps en ouvrant un débat. Vous dites, ben non, un débat, on sait quand ça commence, on ne sait jamais quand ça se termine. Mais si on sait bien l'organiser et si on a bien analysé à l'avance tous les éléments, on peut organiser, structurer ce débat avec des étapes très précises, un calendrier très précis. Il peut y avoir un peu de dérapage, 1 ou 2 semaines ou 3 semaines, mais en tous les cas, le bénéfice, c'est qu'on a tout le monde tout de suite autour de la table, et donc ça évite les allers-retours successifs avec telle partie prenante, et là, vous perdez beaucoup de temps. Donc, par une approche très organisée, beaucoup de méthodes, beaucoup de process, vraiment, on peut vous faire gagner du temps sur le développement du projet, et surtout atteindre quand même, sortir par l'eau. C'est-à-dire que là, on crée de la confiance. Dans des démarches comme celle-là, vous créez de la confiance auprès de tous les parties prenantes. Vous allez avoir une image très positive, ce qui n'empêchera pas que vous ayez des détracteurs, mais avec une image positive, vous allez permettre d'aider ceux qui veulent vous aider. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent vous aider, mais si c'est trop tendu, ils ne peuvent pas vous aider. Si vous êtes dans une image positive, alors ce n'est pas qu'une image, c'est aussi des actions positives, d'écoute, de sincérité, d'organisation, de structuration, dans le débat, dans le dialogue, vous allez donner des arguments à ceux qui veulent vous aider. Une question, comment s'organise ce débat avec les parties prenantes? Les pôles ENR sont-ils organisés fréquemment? Qui sont les membres de ces pôles ENR? Alors ça chaque pôle fait à sa sauce, donc tous les départements n'en sont pas dotés. Il y a aussi des communautés de communes qui sont en train de se structurer pour faire des commissions énergie renouvelable. Enfin, là, il y a un grand mouvement dont vous n'êtes pas censé ignorer. C'est qu'actuellement, donc, il y a une organisation au sein des territoires de dire comment on va faire pour répondre aux sollicitations qui sont de plus en plus nombreuses, parce que les développeurs sont de plus en plus nombreux, il y a des sollicitations de plus en plus fortes, puisqu'il y a un contexte qui fait qu'il faut des énergies renouvelables, et les collectivités, les services de l'État s'organisent. Donc les pôles ENR, il y en a de plus en plus. Autour de la table, ils essayent de mettre toutes les parties prenantes concernées, notamment les collectivités concernées, bien évidemment, des associations, des gens d'agriculture, enfin, ils essayent de mettre tout le monde autour de la table, mais c'est chaque département qui se construit son pôle ENR. Je le répète, il y a des comités des Comcom qui commencent à se structurer elles-mêmes pour avoir des commissions énergie renouvelable. On m'a dit récemment que par exemple, donc ça c'est un cas très particulier dans le Rhône, la métropole de Lyon, elle aussi a une commission autour des énergies renouvelables. Enfin, voilà, donc tous les acteurs du territoire commencent à se structurer. Les CRCPN ont aussi leurs actions pour dire comment on va faire pour arbitrer entre les différents projets qui arrivent sur les territoires, notamment dans le sud, en termes de capacité de compensation. Enfin voilà, donc tout le monde est en train de se mettre en ordre de marche. Et bien évidemment, si un développeur arrive sans être préparé, ça va être très très compliqué. Oui, dans l'Aude, en effet, le pôle ENR est en train de se mettre en place. J'accompagne un projet, c'est pas du photovoltaïque, c'est de la méthanisation, et on doit passer prochainement devant le pôle ENR.
Et voilà, juste un retour d'expérience. Là, on est en train de. Donc, il a fallu donc être au niveau de la commune. La Comcom, là, c'est dans l'autre, il y a une Comcom qui a une commission énergie. Il faut être en phase avec le département, puisque bon, ça ne vous concerne pas dans le photovoltaïque, mais dans le méthanisation, il y a des problématiques de trafic de matières qui sont apportées au méthaniseur, donc de surcharge des voiries. Enfin voilà. Donc vous voyez bien là qu'il y a un télescopage entre les différentes collectivités, et puis certaines ne sont pas toujours en phase les unes avec les autres. Donc il peut y avoir des maires qui disent non, non, mais moi je veux pas que des poids lourds passent chez moi, même si c'est une départementale, donc je vais poser un arrêté. Enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que, en fin de compte, le porteur de projet, il devient presque un chef d'orchestre. C'est presque à lui d'organiser la discussion entre les collectivités, entre les services, même s'ils se structurent à travers des pôles. Donc c'est un peu particulier. Donc c'est une nouvelle fonction qui vous arrive. Là. Vous n'êtes pas forcément préparé pour ça, sauf ceux qui sont musiciens de formation. Mais autrement, un chef de projet devient aussi un chef d'orchestre. Donc il faut qu'ils soient en capacité de faire en sorte que tout le monde se parle le plus rapidement que possible, d'une façon très cohérente, en tenant compte des susceptibilité, des divergences, et à partir de là, vous créez une convergence, et quand la convergence commence à se créer, pouf, d'un seul coup, ça fait, c'est comme, ça prend, c'est un peu comme le ciment, quoi, ça prend d'un seul coup, et là, vous avez quelque chose de solide. Alors, je pense que je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous dire. Oui, c'est ça. Hein. Donc, je remercie les personnes qui recherchent de l'information. Vous pouvez continuer à échanger avec moi par mon adresse mail. Les personnes qui ont des projets particuliers ou qui ont des difficultés, quelles qu'elles soient, vous n'hésitez pas. Hein. Vous pouvez prendre rendez-vous. On se prend 30 minutes. On regarde votre situation. Et puis, je vous le dis, hein, de temps en temps, j'échange simplement avec un porteur de projet, je lui donne ma vision, qui est ma vision bien sûr, hein, avec un peu de retour d'expérience, et qui peut permettre de débloquer une situation. Il y a des situations des fois qui ne sont pas très compliquées à débloquer. Hein. Il y en a d'autres qui le sont plus, mais il y en a d'autres qui peuvent être débloquées très très facilement. Bon. Écoutez, je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions. N'hésitez pas, on a encore un petit peu de temps devant nous. Le diaporama, alors en principe, ce que je fais, c'est que la présentation est enregistrée et je mets ça en ligne sur YouTube, et puis je vous ferai suivre le lien. Ok, bon, écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions, d'autres questions particulières. Alors, voilà, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Alors, mon numéro de téléphone, oui, pas de souci. Donc, c'est le 06 81 20 60 92. Et c'est vrai que je l'avais mis sur la première diapo, me semble-t-il. Je le remets à l'écran. Voilà, 81 20 60 92. Écoutez, merci à toutes et à tous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuité pour vos projets. Au revoir.